Elon Musk, vous connaissez tous sa success story. Mais qui était-il avant la success story? Qu'en est-il de son ascension, sa façon de penser et ses stratégies qui, selon lui, l'aident à prendre des décisions rapides et à réaliser les prouesses qu'on connaît aujourd'hui? Son mantra que ses collaborateurs appellent l'algorithme, qu'il impose dans toutes ses entreprises. Les principes premiers et d'autres astuces qui, selon lui, guident ses entreprises vers le succès. Dans cet épisode, on va étudier ce que les médias ne disent pas d'Elon Musk. Bienvenue sur le podcast des héros, où nous parlons de la tech et apprenons des héros du passé et du présent pour devenir ceux du futur. Je suis votre hôte, Damien Domer. En regardant les statistiques de ce podcast, je me rends compte que plus de 80% de mes auditeurs sur Apple Podcast, Spotify et d'autres plateformes écoutent plus d'un épisode, mais malgré ça, ils ne s'abonnent pas. Et ils ne laissent pas d'étoiles sur Spotify non plus. En fait, ces épisodes prennent énormément de temps à faire, en passant par la recherche, la lecture et le montage des épisodes. Et ils sont 100% gratuits, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous aimez, s'il vous plaît, laissez une note de 5 étoiles ou un petit pouce bleu ou un like ou je sais pas, ça dépend de la plateforme sur laquelle vous m'écoutez en ce moment. Déjà, ça me motive à faire d'autres épisodes et en plus, ça permettra à l'algorithme de proposer ce podcast à un maximum de personnes. Merci. Le 1er février 2008, les employés de Tesla reçoivent un court email annonçant P1 arrive. P1 est le nom de code du premier roadster à sortir de production. Musk prononce un bref discours, puis fête la victoire en paradant dans Palo Alto au volant de la voiture. Le lancement de quelques véhicules, tous assemblés à la main, n'est qu'un modeste triomphe. Nombre de constructeurs automobiles depuis longtemps ruinés et oubliés ont déjà accompli des prouesses similaires. Le défi suivant, c'est de disposer d'un processus de fabrication capable de débiter des voitures à la chaîne et de manière lucrative. Au siècle passé, un seul constructeur automobile américain, Ford, a réussi à passer ce cap sans faire faillite. Or, à cette période, on peut douter que Tesla réussisse un tel exploit. La crise financière des subprimes qui démarre va provoquer la plus sévère récession que le monde ait connue depuis la Grande Dépression de 1929. La chaîne d'approvisionnement de Tesla est lourde, complexe et l'entreprise est à court d'argent. SpaceX par ailleurs n'a toujours pas réussi à mettre la moindre fusée en orbite, même si j'avais enfin réussi à produire un roadster, dit Musk. C'était le début d'année le plus pénible de ma vie. Musk opère souvent à la limite de la légalité. Il maintient Tesla à flot pendant la première moitié de 2008 en piochant dans les acomptes déposés par des acquéreurs de roadsters qui n'ont pas encore été fabriqués. Certains cadres et membres du conseil d'administration de Tesla estiment que ces acomptes auraient dû être placés sous séquestre plutôt que de servir aux dépenses de fonctionnement. Mais Musk retorque. C'est soit ça, soit on meurt. La situation devenant encore plus désespérée à l'automne 2008, il appelle ses amis et familles à la rescousse pour réunir de quoi payer les salaires de Tesla. Kimball a perdu la plus grande partie de son argent à cause de la crise économique et, comme son frère, frôle la faillite. Il a conservé l'équivalent de 375 000 $ en actions Apple qu'il prévoit utiliser pour couvrir les crédits bancaires. J'ai besoin que tu mettes cette somme dans Tesla, lui dit Elon. Toujours prêt à le soutenir, Kimball vend ses actions. Il reçoit alors un coup de fil de son chargé de clientèle à la banque de Colorado Capital, qui le prévient sèchement que cette action lui fera perdre tout crédit auprès des institutions financières. « Désolé, mais il faut que je le fasse », répond Kimball. Lorsque le chargé de la clientèle le recontacte quelques semaines plus tard, Kimball se prépare à se faire passer un nouveau savant. Mais l'homme le sidère alors en lui annonçant que la banque Colorado Capital elle-même vient de couler. C'est dire à quel point 2008 a été terrible, note Kimball. Bill Lee, l'ami de Musk, investit 2 millions Sergey Brin de Google,
investit un demi-million, de simples employés de Tesla qui vont jusqu'à lui signer des chèques. Musk contracte un emprunt personnel pour couvrir ses dépenses, au rang desquelles un versement de 170 000 $ par mois pour les avocats qui le représentent dans son divorce, ainsi que ceux de Justine, comme c'est la règle pour le conjoint le plus fortuné en Californie. Que Dieu bénisse Jeff Skoll, qui a donné de l'argent à Elon Musk pour l'aider à tenir, dira Tallulah à propos de cet ami de Musk qui a été le premier président d'eBay. Antonio Gracias répond à l'appel en lui prêtant $1 million. Sous le regard éprouvant de Tallulah c'est sa copine à l'époque, sa meuf. Sous le regard éprouvant de Tallulah, il passe des nuits entières à marmotter tout seul, en agitant parfois les bras et en hurlant. Je pensais sans arrêt qu'il allait faire une crise cardiaque, dit-elle. Il avait cette terreur nocturne où il criait dans son sommeil, comme ça, en m'agrippant à moitié. C'était affreux. J'avais vraiment peur et il était complètement désespéré. Parfois, il se lève pour aller vomir dans la salle de bain. Ça le prenait aux tripes. Et il criait entre les hauts le cœur, dit-elle. Je restais avec lui, à côté de la cuvette, pour lui soutenir la tête. Musk a une tolérance au stress élevée, mais l'année 2008 le pousse presque au-delà de ses limites. Je travaillais tous les jours, toute la journée et toute la nuit, dans une situation qui me réclamait de sortir un lapin de mon chapeau, et encore un autre, dit-il. Il prend beaucoup de poids, puis il repère subitement et en reprend encore davantage. Sa posture se voûte et ses orteils restent rigides quand il marche. Mais il déborde en même temps d'énergie et se montre hyper concentré. L'épée de Damoclès qui le menace aiguise son esprit. Aux yeux de son entourage, Musk doit prendre une décision. La fin de l'année 2008 approche à grands pas et tout donne à penser qu'il lui faut maintenant choisir entre SpaceX et Tesla. S'il concentre ses ressources toujours plus réduites sur l'une des deux entreprises, il peut être à peu près sûr de la sauver. S'il essaie de partager ses ressources en deux, il est probable que ni l'une ni l'autre ne survivent. Un jour, son grand ami, le fougueux Mark Juncosa, déboule dans son bureau de SpaceX et demande « Hey mec, pourquoi tu lâches pas l'affaire avec une de ces deux boîtes putain? Si c'est SpaceX qui te tient à cœur, largue Tesla. » Non, répond Musk. Ce serait relancer la chansonnette, entre guillemets. Les voitures électriques, ça ne marchera pas. Et on ne passera jamais aux énergies durables. Il ne peut pas non plus abandonner SpaceX parce que nous risquons de ne jamais devenir une espèce multiplanétaire. Plus on le pousse à faire un choix, plus il se braque. Pour moi, au niveau émotionnel, c'était comme genre si vous aviez 2 enfants et pas de quoi les nourrir, explique-t-il. Vous pouvez donner la moitié de ce que vous avez à chaque gamin, auquel cas ils vont peut-être mourir tous les deux, ou tout donner à un seul d'entre eux et augmenter les chances de survie d'au moins celui-là. Je ne pouvais pas me résoudre à en laisser mourir un, alors j'ai décidé que je devais me donner à fond pour sauver les deux. Musk a budgété 3 essais de Falcon 1 et les 3 fusées ont explosé avant d'atteindre leur orbite. Entre la faillite personnelle qui le menace et la crise financière que traverse Tesla, il est difficile d'imaginer comment il pourrait lever les fonds pour une 4e tentative. C'est alors qu'un groupe étonnant vient à la rescousse, ses cofondateurs de PayPal, qui l'ont éjecté de la direction générale 8 ans plus tôt, la PayPal Mafia. J'ai fait un épisode sur la PayPal Mafia, dont Elon Musk fait partie. C'est l'épisode 10 de ce podcast. Je vais laisser le lien dans la description. Musk a accepté cette éviction avec un calme qui ne lui ressemble pas. Et il est resté depuis en bons termes avec les instigateurs du putsch, notamment Peter Thiel et Max Levchin. Dans l'ancienne mafia de PayPal, la PayPal Mafia, comme ils le disent eux-mêmes, on se serre les coudes. Ils ont par exemple aidé financièrement leur collègue David Sacks, le copain d'Antonio Gracias, qui prenait des notes pour lui en fac de droit, quand il a produit le film satirique Thank You for Smoking. Thiel s'est associé avec 2 autres anciens de PayPal, Ken Horry et Luke Nosek, pour mettre sur pied le Founders Fund, un fonds d'investissement qui finance pour l'essentiel des startups Internet. Peter Thiel accepte que le fonds mette $20 millions sur la table.
Pour une part, je me disais que ce serait un moyen de recoller les morceaux après la saga PayPal, explique-t-il. L'investissement est annoncé le 3 août 2008, juste après l'échec du troisième lancement. Une bouée de sauvetage pour Musk qui lui permet de déclarer qu'il compte financer un quatrième lancement. Sur le plan karmique, ça a été un exercice intéressant, dit-il. Après avoir été assassiné par les meneurs de prise de pouvoir, comme César au Sénat, j'aurais pu dire « Vous êtes des cons les mecs », mais je ne l'ai pas fait. Si je l'avais fait, le Founders Fund ne serait pas intervenu en 2008 et SpaceX aurait coulé. Je ne crois pas en l'astrologie. Ce genre de conneries, mais le karma, c'est peut-être un truc réel. Bon, on commence l'épisode avec la pire année d'Elon Musk, selon lui-même. Subprime, Tesla qui va couler, SpaceX qui va couler, il n'a plus d'argent, il prête de l'argent. Et là, à la rescousse, la PayPal Mafia. Il faut savoir que si vous écoutez l'épisode 10 de ce podcast, l'épisode sur la PayPal Mafia, vous verrez que Elon Musk s'est fait dégager de son entreprise PayPal. Il était à la tête de PayPal, il s'est fait dégager par Peter Thiel et Max Levchin, qui étaient aussi des cofondateurs, quoi. Et malgré ça, il n'a pas essayé de se venger. Il en voit que le karma, comme il dit, existe, ils sont venus l'aider. Et je note aussi que, je pense que vous avez entendu le passage où on dit que le gars n'arrivait pas à dormir. Sa meuf à l'époque raconte que le grand Elon Musk vomissait. Il l'avait dans les tripes, genre, il dormait, il avait des cauchemars, il agitait ses bras et criait dans la nuit. Pas parce qu'il y avait une menace de mort sur lui, mais parce que ses entreprises le stressaient tellement. Le gars qui aujourd'hui dirige un grand nombre d'entreprises et qui est connu pour être le gars le plus successful je sais pas, avec tellement d'argent. Vous voyez dans la situation dans laquelle il est à cette époque-là. Imaginez-vous à sa place. C'était tellement grave en 2008 que son frère essaie d'appeler la banque pour vendre des actions. Mais il se rend compte qu'en appelant la banque elle-même a fait faillite. Bref, quand je lis le livre, aujourd'hui on va couvrir l'histoire d'Elon Musk comme vous le savez. Et j'ai lu 2 biographies d'Elon Musk. Il y a la dernière qui est sortie, celle écrite par Walter Isaacson. Je l'ai lu en 2023. J'avais prévu faire cet épisode depuis longtemps, vu que j'ai terminé le livre. C'est un livre d'environ 700 pages, écrit par Walter Isaacson. Walter Isaacson, c'est un biographe très célèbre. Il a fait la biographie de Steve Jobs et d'autres personnes très célèbres. Et il a sorti celle d'Elon Musk récemment. Et comme j'ai dit, je voulais faire cet épisode depuis longtemps, mais je n'ai pas eu le temps. L'année 2024 a démarré extrêmement... Bam, bam, bam. Tout est allé tellement vite pour moi. Et j'ai du mal. Pourtant, il y a des livres que je lis et des recherches que je fais, et tout à propos de plusieurs sujets, plusieurs entrepreneurs et tout. Mais je n'ai même pas le temps de m'asseoir et faire ces épisodes-là. Dommage. Mais je vais trouver du temps. Là, je me suis décidé, j'ai dit, gars, vas-y, termine et continue. Bon, revenons à l'épisode. Si vous avez écouté mon épisode sur Phil Knight, le fondateur de Nike, je pense que c'est l'épisode 8 de ce podcast. Si vous avez écouté cet épisode, vous comprendrez ce que c'est que d'être le fondateur d'une aussi grande entreprise. Les 3/4 de la biographie du fondateur de Nike parlent de souffrance. Comment il a bâti son empire, ses sueurs froides, comment il a développé des réflexes pour gérer le stress. Il s'agrippait, se rongeait les ongles et il avait d'autres réflexes. C'est similaire à ce qu'on voit ici chez Elon Musk. Et ce que j'aime, je pense que je l'ai déjà dit dans ce podcast, ce que j'aime dans les biographies, c'est qu'on voit ces héros aujourd'hui, ces gens-là qui sont considérés comme des demi-dieux. On les voit souffrir, on les voit passer par des moments difficiles, mais ils ne lâchent rien. Des moments où la plupart d'entre nous auraient abandonné. L'envers du décor, c'est autre chose. C'est pour ça que je fais ce podcast. Vous voyez les médias, ils vont vous raconter la success story, vous raconter le nombre de milliards que Elon Musk a dans sa poche ou que Phil Knight, le fondateur de Nike, a. Mais ils ne vont pas vous dire la partie qui n'est pas jolie. La partie, ils vont vous cacher le hustle. Le hustle, comme je dis. J'ai choisi de commencer cet épisode avec ce récit d'Elon Musk pour que vous voyez où on va. On se focus sur l'essentiel et non le bling-bling. Le jeune Elon Musk,
La première fois qu'il voit un ordinateur, il doit avoir à peu près 11 ans. Il se trouve dans une galerie marchande à Johannesburg et s'arrête devant, l'observant sans un geste. J'avais lu des magazines d'informatique, mais je n'avais encore jamais vu de véritable ordinateur. Comme pour les motocyclettes, il harcèle son père pour en avoir un. Bizarrement, Errol se montre hostile à ces machines, affirmant qu'elles ne servent qu'à perdre son temps et à jouer, et pas à faire de l'ingénierie. Elon Musk économise donc l'argent que lui rapportent ses petits boulots et s'achète un Commodore VIC-20, l'un des tout premiers ordinateurs personnels compatibles avec des jeux comme Galaxian et Alpha Blaster, dans lesquels un joueur tente de protéger la Terre contre une invasion de l'espace. Le Commodore est livré avec un cours de programmation au langage basique comportant 60 heures de leçons. Je l'ai bouclé en 3 jours, en dormant à peine, se souvient-il. Quelques mois plus tard, il découpe une publicité pour une série de journées d'études sur les ordinateurs personnels organisées par une université et annonce à son père qu'il veut y assister. Là encore, Errol rechigne. C'est un séminaire coûteux, autour de $400 la place, et qui n'est pas destiné aux enfants. Elon Musk lui rétorque que s'y rendre est essentiel et reste planté à côté de son père, sans le quitter du regard. Les quelques jours suivants, il sortira sa publicité de sa poche et réitérera sa demande. Finalement, son père parvient à convaincre l'université de lui accorder une remise sur le tarif pour qu'Elon Musk puisse y assister, debout du fond de la salle. Quand il revient chercher son fils à la fin de la séance, il le voit en grande conversation avec 3 professeurs. « Il faut un nouvel ordinateur à ce garçon », décrète l'un d'eux. Ça me rappelle quand Bill Gates a touché à un ordinateur pour la première fois. Ses professeurs ont dit la même chose. Ses profs disaient qu'ils en savaient plus sur l'informatique que Bill Gates seulement pour une semaine. Et la semaine qui a suivi, Bill Gates connaissait, il a tout lu, il a tout dévoré, il en connaissait plus que ses profs. Et ça se passe en 1984, cette histoire. Et ouais, 1984 environ. Et ça coïncide avec l'année où Steve Jobs a publié la publicité contre IBM et où l'Apple Computer s'est vendu très bien. C'était le premier Mac, je crois, 1984. Ce livre-ci a tellement de détails sur l'enfance d'Elon Musk. Je vous conseille de lire le livre. Le lien pour acheter le livre est dans la description. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, si vous utilisez mon lien, vous aiderez le podcast. Si vous utilisez mon lien pour acheter le livre, ça ne vous coûte rien. Et vous aiderez le podcast en même temps. Et ce livre parle beaucoup de son enfance. Et il y a un truc. Dans l'épisode 10 sur la PayPal Mafia que j'ai fait, je parle de l'enfance d'Elon Musk. Quand il a fait son stage dans une banque et il a vu une faille du système qui permettrait à la banque de se faire des milliards. Et quand il est allé vers la banque pour leur montrer cette faille et leur dire que si vous vendez ces bons-ci, vous faites ceci et cela, vous obtiendrez des milliards en retour. En fait, la banque a regardé, ils lui ont dit non, on ne fait pas ça. Parce qu'ils étaient rigides, leur façon de fonctionner. Et ils en parlent aussi dans ce livre. Et ça fait partie des quelques fois où Musk a vu des failles dans le système bancaire et il s'est dit qu'il devait changer ça. Il a vu des failles plusieurs fois même. C'était pas qu'avec cette banque. Et plus tard, il a créé PayPal. Il a créé X.com qui a fusionné avec PayPal et il était devenu le président, le CEO de PayPal. Bref, je vous conseille, je pense que je vous ai déjà conseillé d'écouter cet épisode au moins 5 fois depuis le début. Mais allez-y, écoutez l'épisode. Et dans le livre, on voit qu'Elon Musk visait le sommet depuis son enfance. Le jour, il travaillait au Pinnacle Research Institute, un groupement d'une 20aine de personnes qui a passé de modestes contrats avec le département de la défense pour étudier un super condensateur développé par son fondateur. Un condensateur est un composant électronique qui peut brièvement stocker une charge électrique et s'en décharger rapidement. Pinnacle pense pouvoir en fabriquer un qui soit assez puissant pour fournir de l'énergie à des véhicules électriques et des armes stationnées dans l'espace. À la fin de l'été, il écrit un article dans lequel il signale « Il est important de noter que l'ultracondensateur ne constitue pas seulement un progrès marginal, mais une technologie radicalement nouvelle. »
Ce passage que je viens de vous lire, c'est quoi? Ça vous dit quoi? C'est comme un foreshadowing, n'est-ce pas? Voiture électrique, condensateur, énergie, batterie. Et ça vous dit quoi? Ça vous fait penser à quoi? Tesla, n'est-ce pas? Vous voyez, je pense que c'est important d'étudier l'enfance de ces gens. Tu vois comment ils en sont arrivés, où ils sont. Qu'est-ce qui les a motivés? D'où l'étincelle vient? Cette étincelle qu'ils ont, ça vient d'où? Bref. Et ils travaillent aussi en soirée. Sur ces soirées, ils travaillent pour une petite société de Palo Alto, Rocket Science, qui crée des jeux vidéo. Ils lui ont confié un problème qu'ils ne savent pas résoudre après qu'il a fait son apparition un soir dans leurs locaux pour demander un stage d'été. Faire en sorte qu'un ordinateur mène de front la lecture de graphismes sur CD-ROM et le déplacement simultané d'un avatar à l'écran. Ils se rendent sur des forums en ligne pour questionner d'autres hackers sur les moyens utilisables pour court-circuiter les BIOS et le pilote de joystick en passant par DOS. Les BIOS, c'est le logiciel qui gère le démarrage d'un ordinateur et DOS, c'est Disk Operating System ou Dirty Operating System. C'est le système d'exploitation sur lequel Microsoft a basé Windows, qu'on connaît aujourd'hui. Bon, bref, ça, c'est juste la parenthèse geek, quoi. Ceux qui ne sont pas geeks, je traduis un peu. Parce que il a écrit ça, peut-être qu'il se disait que c'est des devs qui vont lire sa biographie. Bref. Bon, il dit le BIOS et le pilote du joystick en passant par DOS. Aucun de leurs ingénieurs spécialisés n'avait été en mesure de résoudre ce problème et je l'ai fait en 2 semaines, résume-t-il. Impressionné, il veut l'engager à temps plein, mais il doit préparer son diplôme afin d'obtenir un visa de travail aux États-Unis. Qui plus est, il prend conscience d'une chose, il éprouve une passion brûlante pour les jeux vidéo et il dispose des compétences requises pour en créer et gagner de l'argent avec. Mais ce n'est pas non plus à cela qu'il avait envie de consacrer sa vie. Je voulais laisser une trace plus importante, dit-il. Ah, j'aime trop ce passage, j'ai trop aimé. Vous voyez, dans les années 90, le gars était aux États-Unis, il n'avait pas les papiers pour taffer, hein. Il était juste là pour étudier, un peu comme nous, un peu comme les gars comme nous aussi, qui sont venus en France pour étudier. Et après, on doit changer de statut pour être travailleur. Mais lui, il finit, il fait ses stages et tout. Les problèmes que les ingénieurs n'arrivent pas à résoudre, il réussit à résoudre avec DOS et les BIOS. Déjà, travailler avec les BIOS, c'est assez compliqué. Bon, bref, je suis dev, donc du coup, il y a certains trucs que je regarde, je reconnais et tout. Mais ouais, juste pour vous dire que c'est assez compliqué. Et le gars il ne voulait pas juste développer des jeux vidéo, on le voit. Il voulait un projet d'envergure. C'est trop bien d'étudier la vie de ces gens-ci, ceux qui ont réussi. Et surtout leur enfance. Et avant tout ce qui s'est passé avant leur succès. Et là, on a vu son stage, quand il était plus jeune et tout. Maintenant, après son stage, après ses études, qu'est-ce qu'il va faire après? Le gars se posait des questions. Musk a l'intention de s'inscrire à Stanford à la fin de l'été pour entamer un 3e cycle en sciences des matériaux, donc Material Science en anglais. Toujours captivé par les condensateurs, il souhaite mener des recherches sur leur capacité à alimenter les voitures électriques. Encore des voitures électriques quand il était jeune, quand il était adolescent. L'idée était d'exploiter les équipements avancés de fabrication de puces électroniques pour élaborer un ultra-condensateur à semi-conducteur avec assez de densité énergétique pour doter un véhicule d'une autonomie suffisante, explique-t-il. Mais alors que la date pour s'inscrire approche, il finit par s'interroger. Je me suis dit que je risquais de passer plusieurs années à Stanford, décrocher un doctorat et finir par conclure que ces condensateurs n'étaient pas réalisables. Se souvient-il? La plupart des doctorants mènent des recherches sans intérêt. Le nombre de ceux qui font bouger les choses sont quasi nuls. À ce stade, il s'est imprégné d'une vision de l'existence qu'il se répète comme un mantra. Je réfléchissais aux progrès qui affecteraient vraiment l'humanité. J'en identifiais 3. Internet, l'énergie durable et le voyage dans l'espace. 3. Retenez bien. 3. Internet, l'énergie durable et le voyage dans l'espace. Qu'est-ce que ça vous dit? Internet, dans un premier temps. Sa première société, Zip2, l'énergie durable, Tesla, Green Energy, électrique, plus de dépendance sur le fossil fuel.
l'essence et tout. Et le voyage dans l'espace, qu'est-ce que ça vous dit? SpaceX. Donc, voilà. À l'été 1995, il devient clair dans son esprit que la première de ces 3 évolutions Internet n'attendra pas qu'il ait fini sa licence. Le web vient d'être ouvert pour utilisation commerciale et en ce mois d'août, la start-up à l'origine du navigateur Netscape entre au Nasdaq. En une journée de cotation, sa capitalisation boursière s'envole à 2,9 milliards de dollars. Au cours de la dernière année de Musk à Penn University, il se met à envisager l'idée d'une start-up Internet lors d'une conférence d'un dirigeant du Ninex venu exposer le projet de l'opérateur téléphonique de se lancer une version en ligne des pages jaunes baptisée Big Yellow. Le site doit inclure des fonctions interactives permettant aux utilisateurs de configurer l'information selon leurs besoins personnels. Musk estime, à juste titre, s'avère-t-il, que Ninex n'a pas la moindre idée de la manière de rendre l'outil vraiment interactif. Pourquoi on ne le fait pas nous-mêmes, suggère-t-il à Kimball. Kimball, c'est son frère, Kimball Musk. C'est son petit frère. Il est très proche de son petit frère. Suggère-t-il à Kimball avant d'entamer le codage d'une solution qui pourrait combiner des listes d'entreprises avec des données cartographiques. Ils appellent leur projet Virtual City Navigator. Juste avant la date de dépôt de son dossier à Stanford, il va prendre conseil à Toronto auprès de Peter Nicholson, à la banque de Scotia. Bon, avant de continuer à lire, dans le livre sur la PayPal Mafia, oui, encore la PayPal Mafia, l'épisode 10 de ce podcast. En fait, l'histoire d'Elon Musk, j'ai lu plusieurs livres qui couvrent son histoire, 3 au total, 2 de ses biographies, 1 sur PayPal. Et à cette époque, quand Netscape, ceux qui ne connaissent pas Netscape, c'est le navigateur que Microsoft a écrasé dans les années 90 avec Internet Explorer, parce qu'ils ont insulté Microsoft. Bref, c'est une histoire. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais c'est une autre histoire pour peut-être un autre podcast. C'est trop fascinant cette époque. Du coup, ce qu'on ne dit pas dans ce livre, c'est que Elon Musk, après avoir vu le succès de Netscape, il se dit, mais Internet, c'est intéressant. Et il est allé dans les locaux de Netscape pour espérer avoir un boulot. Et il est resté planté là. Il n'a pas eu le courage de s'adresser, de poser même une question à un employé de Netscape. Je ne sais pas ce qu'il espérait, mais il est juste allé, il est resté planté là dans les bureaux de Netscape. Il était très timide. Et après ça, il est rentré chez lui. Ça, c'est une partie qu'ils ont omis dans ce livre, mais qu'il y a dans le livre sur la PayPal Mafia par Jimmy Soni. Oui, le titre du livre, c'est Founders. Il faut que je mette le lien vers ce livre-là dans la description aussi. Et n'oubliez pas, en achetant avec mon lien, vous aiderez le podcast. Et après ça, il est allé voir Peter Nicholson. En fait, je vais lire la partie. Peter Nicholson, Peter Nicholson, c'est l'une des seules personnes qui peuvent se vanter d'avoir été les patrons d'Elon Musk. Parce que c'est lui qui a engagé Elon Musk. Et si vous vous rappelez, il y a eu l'histoire où Elon Musk a vu une faille dans la banque qui pouvait leur permettre de se faire des milliards. Oui, c'était lui qui avait engagé Elon Musk à cette époque-là. Et il était le mentor d'Elon Musk aussi, en même temps, quoi. Donc, on continue. Juste avant la date de dépôt de son dossier à Stanford, il va prendre conseil à Toronto auprès de Peter Nicholson, à la banque Scotia. Doit-il suivre son idée de Virtual City Navigator ou entamer son doctorat? Nicholson, lui-même titulaire d'un doctorat à Stanford, ne tourne pas autour du pot. La révolution Internet, c'est l'occasion d'une vie. Alors, il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud, lui conseille-t-il, alors qu'il marche au bord du lac Ontario. Tu auras tout le temps de reprendre tes études plus tard, si ça t'intéresse encore. Dès son retour à Palo Alto, Musk annonce à Robin Wren qu'il a pris sa décision. Tout le reste va devoir attendre. Il faut que je surfe sur la vague d'Internet. En réalité, il couvre ses arrières. Il s'inscrit officiellement à Stanford, puis demande immédiatement un étalement de son cursus. J'ai écrit un bout de logiciel avec les premières cartes Internet et un répertoire des pages jaunes, explique-t-il à Bill Nix, le professeur des sciences des matériaux. Je vais sans doute échouer et, si c'est le cas, j'aimerais revenir. Ça, c'est Elon Musk qui le dit.
Je répète pour que vous écoutez bien. J'ai écrit un bout de logiciel avec les premières cartes Internet et un répertoire de pages jaunes. Explique-t-il à Bill Nix, le professeur des sciences de matériaux. Je vais sans doute échouer et si c'est le cas, j'aimerais revenir. Nix lui répond que cet étalement de ses études ne pose aucun problème, mais il prédit qu'il ne reviendra jamais. Donc, vous voyez, le grand Elon Musk lui-même doutait. Il avait peur de l'entrepreneuriat. Il avait peur. Et ce passage-ci, on mentionne aussi ce passage dans le livre Founders de Jimmy Soni sur PayPal. Mais je pense que dans le passage qui se trouve dans l'autre livre, on dit que les gars ont prédit qu'Elon Musk allait revenir très rapidement. Mais en fait, il n'est jamais revenu. Il leur a prouvé qu'ils avaient tort de l'attendre, quoi. Attendez, pause, je vais lire, je vais chercher le livre sur PayPal, je reviens. Et je vais checker un peu ce qu'il y a. Ah, me revoilà. Du coup, j'avais raison. Bon, le livre est en anglais. J'ai fait l'épisode en français parce que j'ai traduit le livre en anglais, mais je vais le lire vite fait. La partie où il parle d'Elon Musk en train de quitter pour lancer sa start-up, où on parle d'Elon Musk qui drop out, qui devient college drop out, donc il quitte l'école. Donc, voici ce qu'ils disent. Though cast today as one of business's consummate risk takers, the Musk of 1995 was conflicted about abandoning grad school. I'm not a born risk taker, he told an interviewer for UPenn's Pennsylvania Gazette, just years after. I also had a scholarship and a financial aid, which I would lose. Upon receiving the referral, Musk's Stanford department contact reportedly told him, well, give it a shot, but I'll bet we'll see you in 3 months. Well, give it a shot, but I'll bet we'll see you in 3 months. Genre, on te donne 3 mois pour revenir. Mais Musk n'est jamais revenu. Et il est devenu un milliardaire avec plusieurs sociétés. Donc, donc du coup, les deux livres se contredisent. Un peu à cette partie-là. Je ne comprends pas pourquoi. Peut-être c'est dû à la traduction, parce que le livre sur Elon Musk est en français, tandis que l'autre sur The Founders est en anglais. Mais bref, c'est pas la traduction. Bon, ce qu'il y a de pertinent sur ce passage, sur ce que je vous ai lu, c'est que, encore une fois, on voit comment il se dirige vers la grandeur. Il évalue les options qu'il a. Et selon la tendance, il prend les bonnes décisions. À son âge, je ne pense pas que beaucoup de personnes, à l'âge qu'il avait là, genre il était dans son adolescence, je pense pas que beaucoup de personnes auraient fait le choix qu'il a fait. Genre s'asseoir, réfléchir posément et mûrement et prendre la meilleure décision. Et on voit qu'il est maître de ce qu'il fait. Il veut aller vers la grandeur. Et il élimine les options qui ne le mènent pas vers là. Il ne se laisse pas juste porter par le vent, quoi. Il ne fait pas ce que les autres font juste parce qu'il faut faire. Et on voit aussi, comme dans l'épisode de PayPal, comme ce que j'ai dit dans l'épisode de PayPal, qu'il avait peur d'entreprendre. Même pour lui, Elon Musk qu'on connaît, qui fait tout risquer, qui a tout misé sur PayPal et tout, à cette époque-là, le risque, il n'aimait pas ça. Ça nous en dit beaucoup. Il y a aussi une description pertinente que sa meuf de l'époque faisait de lui. Cette description-là nous en dit beaucoup sur sa personnalité. Et il faut que je vous la lise. Tout ce à quoi il aspire impressionne Justine. À l'inverse d'autres gens ambitieux, il ne parlait jamais de gagner de l'argent. Souligne-t-elle. Il considérait qu'il serait soit riche, soit fauché, mais qu'il n'y aurait rien entre les deux. Ce qui l'intéressait, c'était les problèmes qu'il avait envie de résoudre. Sa volonté indomptable, qu'il s'agisse de la convaincre de sortir avec lui ou de construire des voitures électriques, la subjugue. Même quand il avait l'air de divaguer, vous finissiez par y croire, parce qu'il y croyait. Voilà la description que sa meuf a de lui. La meuf avec laquelle il s'est divorcé il y a plusieurs années de cela. Mais après, on l'a interviewé pour le livre et voilà ce qu'elle dit à propos de lui. Maintenant qu'il a décidé de foncer sur Internet, il fallait qu'il trouve un projet. En fait, il l'avait même déjà trouvé. J'ai mentionné plutôt l'idée des pages jaunes sur Internet. Et il a lancé le projet avec son frère, Kimball.
Au début, ils voulaient faire une version des pages jaunes sur Internet, comme j'ai dit, mais ils ont pivoté vers autre chose. Et ils ont décidé d'appeler la startup Zip2, Zip2. C'était le nom de sa première startup qu'il allait même revendre. Bon, là on parle de Zip2, d'Elon Musk, Zip2, d'Elon Musk et Kimball. Leur première opportunité se présente quand ils se rendent chez Navteq, une société propriétaire d'une base de données de cartes. Leur interlocuteur leur concède une licence gratuite jusqu'à ce qu'ils génèrent un profit. Elon conçoit un programme qui fusionne les cartes avec une liste d'entreprises de la région. En vous servant d'un pointeur de votre souris, vous pouviez zoomer et vous déplacer sur cette carte, explique Kimball. Aujourd'hui, c'est des trucs totalement normaux, mais à l'époque, voir ça, c'était bluffant. Je crois qu'Elon et moi, on a été les premiers êtres humains à voir ce truc marcher sur Internet. Il baptise la société Zip2, soit Zip2, Zip-T-O en anglais. Comme dans l'expression « filer tout droit vers sa destination ». Elon parvient à déposer un brevet pour le service interactif d'annuaire réseau qu'il a créé. L'invention fournit un service accessible en réseau qui intègre un annuaire d'entreprise et une base de données cartographique, mentionne le document. Pour leur première réunion avec des investisseurs potentiels, il leur faut prendre un autobus pour gravir Sand Hill Road, parce que la voiture offerte par leur père est tombée en panne. Cependant, au fur et à mesure que leur société se fait un nom, ce sont les capital risqueurs qui demandent à venir les voir. Ils achètent un gros support d'unité centrale et placent l'un de leurs petits ordinateurs dedans, afin que leurs visiteurs s'imaginent qu'ils disposent d'un serveur gigantesque. Ils l'appellent la machine qui fait ping. D'après l'un des sketchs de Monty Python, dans Le sens de la vie. Chaque fois que des investisseurs venaient, on leur montrait la tour, s'amuse Kimball, et on rigolait parce qu'ils s'imaginaient qu'on produisait vraiment un truc hardcore. La perception. Musk vient en avion de Toronto pour préparer ses réunions avec des capital risqueurs et reste souvent debout toute la nuit dans une boutique de photocopie de la chaîne Kinko, où elle fait imprimer des plaques de présentation. C'était $1 pour la page couleur et on avait à peine de quoi payer, dit-elle. Nous étions tous épuisés sauf Elon. Il veillait toujours très tard pour coder. Début 1996, il reçoit leur première proposition d'investisseurs potentiels. Et Mai invite ses garçons dans un bon restaurant pour fêter l'événement. C'est la dernière fois qu'on devra se servir de ma carte de crédit, annonce-t-elle en réglant l'addition. Mai Musk, c'est leur mère, au cas où vous n'aurez pas deviné. Elle ne se trompe pas. Ils sont assez vite stupéfaits de se voir proposer une offre de $3 millions émanant de More Davido Ventures. La présentation finale au fonds d'investissement est programmée pour un lundi matin et Kimball décide de faire un rapide aller-retour à Toronto dans le week-end parce que l'ordinateur de leur mère est tombé en panne et qu'elle panique. On l'aime notre maman, souligne-t-il. Alors qu'il repart le dimanche pour prendre son vol retour vers San Francisco, les contrôleurs des douanes américaines l'arrêtent à l'aéroport. Ils ont fouillé ses bagages, vu sa plaquette de présentation, ses cartes de visite et d'autres documents qui doivent servir à l'entreprise. N'ayant pas de visa de travail pour les États-Unis, il lui signifie qu'il ne pourra pas embarquer. Il demande à un ami de venir le chercher à l'aéroport et de le conduire de l'autre côté de la frontière, où il explique à un policier moins vigilant qu'il descend voir l'émission de David Letterman. Il réussit à attraper un vol tardif à Buffalo pour San Francisco et il arrive à temps pour faire son pitch. Les équipes de More Davido sont ravis de la présentation et finalisent l'investissement. La société leur trouve aussi un avocat spécialisé dans les dossiers d'immigration qui aide les frères Musk à se procurer des visas de travail. Il leur remet $30 000 chacun pour qu'ils s'achètent des voitures. Elon déniche une Jaguar type E de 1967. Gamin en Afrique du Sud, il a vu une photo de cette voiture dans un livre sur les plus beaux cabriolets jamais construits. Il s'est juré de s'en acheter une si jamais il faisait fortune. C'était la plus belle voiture qu'on pouvait imaginer, dit-il. Mais elle tombait en panne au moins une fois par semaine. Les capital risqueurs se mettent vite à faire ce qu'ils font souvent.
faire entrer des superviseurs plus expérimentés dans l'équation pour confisquer la société à ses jeunes fondateurs. C'est arrivé à Steve Jobs chez Apple, à Larry Page et Sergey Brin chez Google. Rich Sorokin, l'ancien directeur du développement commercial pour une société d'équipement audio, est nommé PDG de Zip2. Elon est relégué au rang de directeur de la technologie, donc CTO. Il pense d'abord que ce changement va lui convenir. Il peut désormais se consacrer à l'élaboration du produit, mais une nouvelle leçon s'impose très vite à lui. Je n'ai jamais voulu devenir PDG, dit-il, mais j'ai appris que vous ne pouviez pas vraiment être le directeur technique ou produit sans être aussi le PDG. Ces changements s'accompagnent d'une nouvelle stratégie. Au lieu de faire la publicité de son produit directement aux entreprises et à leurs clients, Zip2 se concentre sur la vente de son logiciel de grands journaux pour leur permettre de réaliser leurs propres annuaires locaux. C'est une orientation sensée. Les journaux disposent déjà d'équipes commerciales qui frappent aux portes des entreprises pour leur vendre de la publicité et des annonces. Vous avez constaté qu'Elon Musk n'avait pas ses papiers avec son frère. Du moins pas les papiers pour créer une entreprise. Mais ils ont réussi à la créer. Et ils ont même réussi à faire tourner l'entreprise aux États-Unis. Pourtant, ici en France, pour avoir le droit de créer une entreprise quand tu es un immigré, j'en sais quelque chose. C'est vraiment pénible. Ouais, c'est pénible. Si tu n'as pas la carte de résident de 10 ans ou la nationalité, ou bref, n'entrons pas dans ce débat-là. Mais je pense que si Elon Musk était en France, ça n'allait pas être aussi facile. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a du talent, mais il y a trop de freins, trop de frictions sur leur chemin. Donc, l'aventure Zip2. Et en parlant de cette époque, dans une autre biographie d'Elon Musk, c'est la première biographie que j'ai lue, il faut que je rajoute le lien dans la description de cet épisode. Donc là-bas, on dit qu'Elon Musk était très maladroit à cette période de sa vie, dans les années 90, pendant qu'il dirigeait Zip2. Il était très maladroit. Il se battait avec son frère dans les bureaux, devant les employés. Et quand je dis il se battait, il se battait vraiment. Genre en lutte, coup de poing, il se roulait par terre. Et les petites querelles entre frangins, quoi. Et pour lui, il dit d'où il vient en Afrique du Sud, les gens étaient très brutaux. Et pour eux, ce n'était pas trop bizarre de se battre devant les gens. Mais sauf que là-bas aux États-Unis, ce n'était pas bien vu. Et aussi, dans l'autre biographie, on dit aussi qu'Elon Musk, les devs, là on parle du feedback des développeurs qui sont venus dans Zip2 après l'investissement de 3 millions de dollars. Ces développeurs qui étaient bien plus expérimentés qu'Elon Musk disent que le code du gars était comme une boule de spaghetti. Quand tu es un développeur et on dit que ton code est une boule de spaghetti, c'est pas un compliment. C'est pour dire que ton code n'a ni queue ni tête. Tu mets des variables à des endroits où il ne faut pas. Tu donnes des noms bizarres, des fonctions qui ni queue ni tête. Ton code n'est pas bien structuré, quoi. L'architecture n'est pas bonne. Elle n'est pas propre. C'est ce qu'ils disent de son code aussi à cette époque. Donc, on voit c'est un être humain comme nous tous. Et il n'était pas encore senior, quoi. Il bossait dur, mais il n'était pas... niveau technique, ça n'y était pas. C'était pas encore. Et aussi, il se faisait mettre à l'écart à plusieurs reprises dans les directions de ces sociétés. Dans un premier temps, Zip2, comme on l'a vu là, puis dans PayPal aussi, on va l'écarter. Et après ça, plus jamais. Après ça, il va devenir le dirigeant qu'on connaît aujourd'hui à la tête de tellement de sociétés. Et quelques années seulement après avoir créé la startup Zip2, il la vend à Compaq pour environ 300 millions de dollars. Et cela signifie qu'il touche, après impôt, un montant d'environ 12 millions de dollars. Et le chèque pour ce montant-là lui a été envoyé par la poste, comme un courrier normal, quoi, comme si vous recevez une lettre. Et quand le gars a reçu ça, il s'est dit, mais pourquoi il m'envoie ça comme ça? Il doit avoir un meilleur moyen d'envoyer une aussi grosse somme d'argent. Imaginez que ça se perdait. Qu'est-ce que j'allais faire? Le gars s'est posé tellement de questions. Et encore une fois, il s'est dit, mais le système bancaire aujourd'hui, le système bancaire de cette époque-là, c'est de la merde. Les gens font des choses bizarrement alors qu'ils pourraient le faire différemment. Avez-vous déjà pensé à comment faire bon usage de votre temps quand vous êtes dans une salle d'attente, un taxi ou les transports en commun?
Ce que moi je fais dans ces situations, c'est d'écouter des livres audio avec Audible. Audible est une plateforme où vous pourrez écouter des milliers de livres audio. Si vous utilisez mon lien doomer.me/audible, donc doumer.me/audible, vous pourrez écouter gratuitement, oui gratuitement, l'un des livres que je couvre dans ce podcast, ou tout autre livre de votre choix. Si bien sûr c'est la première fois que vous vous inscrivez sur Audible, le lien se trouve dans la description. Et c'est grâce à ça, grâce à cette faille qu'il a vu qu'il décida de créer sa prochaine société, X.com. Ouais, le X comme le X qu'il a mis sur Twitter. X.com, c'était le nom de sa société après Zip2. Cette société-là allait devenir PayPal, qu'on connaît aujourd'hui, après la fusion avec le PayPal originel. Encore une fois, une énième fois, une millième fois même si vous voulez. Ouais, je suis chiant, mais je vous conseille vivement d'écouter l'épisode sur la PayPal Mafia que j'ai fait. Vous allez adorer, j'en suis sûr. Lors de la visite de son cousin Peter Reeve en début 1999, celui-ci découvre Musk plongé dans des livres sur le système bancaire. J'essaie de réfléchir à ce que je vais lancer ensuite, lui explique-t-il. Son expérience à la banque Scotia l'a convaincu que ce secteur est mûr pour un bouleversement. Aussi, en mars 1999, il fonde X.com avec un ami rencontré à la banque, Harris Ficker. Il a maintenant le choix qu'il a évoqué dans son interview à CNN. Vivre comme un multimillionnaire ou laisser ses jetons sur la table pour lancer et financer une nouvelle entreprise. Il opte pour un juste milieu. Il investit 12 millions dans X.com et en conservant à peu près 4 millions de dollars après impôt pour ses dépenses personnelles. Tout à l'heure j'ai dit 12 millions, mais en fait c'était pas que 12 millions. Donc là je rectifie ce que j'ai dit plus tôt. C'était 16 millions apparemment. Son projet X.com est grandiose. Ce sera une enseigne universelle tout en un pour l'ensemble des besoins financiers. Banque, achat numérique, compte courant, carte de crédit, investissement et prêt. Les transactions seront traitées instantanément sans délai de validation des paiements. Selon son analyse, l'argent n'est qu'une ligne dans une base de données et il veut concevoir un moyen d'enregistrer toutes les transactions de manière sécurisée en temps réel. Si vous supprimez tous les motifs qui incitent un consommateur à retirer son argent du système bancaire, juge-t-il, alors c'est là qu'ira tout l'argent et ça transformera cette structure en une société qui vaudra plusieurs milliers de milliards de dollars. Donc en gros le gars il voulait faire un Revolut avant l'heure. Et après la création de X.com, il est entré en compétition avec Peter Thiel et Max Levchin, les créateurs de PayPal. Et je vous recommande l'épisode sur PayPal. Bon, je me répète un peu trop, oui. Sur la PayPal Mafia. C'est dans cet épisode-là que je parle de cette aventure. C'est une aventure fantastique. Genre, vous voyez les Avengers, n'est-ce pas? C'était un peu comme une sorte d'Avengers humain qu'on a mis dans une start-up. Allez, créer une start-up. Les gars, ils étaient monstrueux. En l'espace de 4 ans, ils ont créé une start-up. Ils l'ont transformée en licorne dans les années 2000, des années 90 aux années 2000. Donc, à cette époque-là, ils ont même traversé la bulle Internet où les financements étaient, il n'y avait plus de financement et tout avait explosé. Et ils ont réussi à créer une licorne. Et après ça, tous les membres de la PayPal Mafia se sont séparés et chacun est allé créer d'autres licornes. Il y en a qui ont créé plusieurs autres licornes, comme Elon Musk. Il y a Peter Thiel qui a encore aussi créé une autre licorne, Palantir, après avoir fait PayPal. Max Levchin aussi a fait sa licorne. Les gars de YouTube, les fondateurs de YouTube, ils ont aussi fait une licorne. Les gars de LinkedIn, licorne. Yelp, licorne. Et il y a aussi dans cet épisode-là, dans le livre sur la PayPal Mafia, on parle aussi du combat contre les hackers russes. Bref, je vous conseille d'aller lire ce livre. Et donc du coup, après, il a fusionné X.com avec PayPal. Et à la fin, ça a donné PayPal. Au début, ils ont appelé ça X-PayPal, mais après, ils ont levé le X et ils ont laissé PayPal, quoi. Et c'est devenu le PayPal qu'on connaît aujourd'hui.
Et il y a un passage qui m'a plu lors de la fusion avec l'équipe de Max Levchin et Peter Thiel. Il y avait des conflits. Levchin, qui est un grand développeur très talentueux, il en avait marre de Musk car il trouvait que Musk exagérait dans certains de ses propos et il aimait énormément l'ironie. Et il le trouvait un peu fake. Il trouvait Elon Musk fake, quoi. Avec Levchin, que son authenticité protège contre ses flammes ironiques, cela ne fonctionne pas bien. Il est doté d'un radar efficace capable de détecter les excès d'un Musk. Au cours de la fusion, Elon n'arrêtait pas de marteler que X.com possédait 2 fois plus de souscripteurs, ce que Levchin vérifiait avec ses ingénieurs pour se procurer les chiffres réels. Elon ne se contentait pas d'exagérer, il était dans l'invention pure, tranche-t-il. Son père aurait pu en faire autant. Et pourtant, Levchin est aussi peu à peu bluffé par des exemples du contraire, notamment quand Musk le stupéfait par ses connaissances. Un jour, ses ingénieurs et lui sont aux prises avec un problème épineux concernant un problème épineux, comme Cédric Doumbé. Est-ce que vous avez la ref? Bon, je sais pas, mais... Un jour, ses ingénieurs et lui sont aux prises avec un problème épineux concernant la base de données Oracle dont ils se servent. Musk passe la tête par la porte et comprend immédiatement, alors qu'il est un expert de Windows et pas d'Oracle. La teneur de la discussion fournit une réponse technique précise et ressort sans attendre de confirmation. Levchin et son équipe se replongent dans leur manuel Oracle pour y chercher ce qu'il vient de leur indiquer. L'un après l'autre, on a tous lâché. Merde, il a raison, se rappelle-t-il. Elon dit des trucs dingues, mais de temps en temps, il vous surprend en sachant bien davantage que vous sur votre propre domaine de spécialisation. Je pense que ces démonstrations d'acuité ont une part énorme dans sa faculté de motiver les autres. Il ne s'attendait pas à cela de sa part, parce qu'ils le prennent à tort pour un mythomane ou un crétin. Surprise your experts. C'est ce que j'ai souligné. C'est mon highlight. Vous surprendre vos experts. Dans les biographies écrites par Walter Isaacson, il y a beaucoup de détails à propos de la personnalité des personnes qui font des personnages principaux de la biographie, quoi. Comme par exemple, il écrit la biographie d'Elon Musk. Il y a beaucoup de détails sur sa personnalité, sur pourquoi il est comme il est, sur ses raisons de faire les choses. Et c'est pareil pour Steve Jobs, parce qu'il a aussi écrit une biographie sur Steve Jobs. Et c'est ce que j'apprécie sur le style d'écriture de Walter Isaacson. Il nous montre d'où vient la soif de réussite de ces personnes extraordinaires. Bon, je vais lire des passages pour que vous compreniez un peu ce que je dis. Par exemple, il y a ce passage où il parle de ce que Elon Musk vit à l'intérieur, de ce que c'est que d'être Elon Musk, à l'intérieur de sa peau, ce qu'il pense de lui-même et ce qu'il pense, comment est-ce que les événements l'affectent. Bon, je lis. Depuis 2007 jusqu'à peut-être l'année dernière, ça a été la souffrance permanente. Vous avez un pistolet sur la tempe, fais fonctionner Tesla, sors un lapin de ton chapeau, et puis encore un autre, et un autre. Un jet continu de lapins qui partent dans les airs. Si le lapin suivant ne sort pas, vous êtes mort. Ça a des conséquences. Ce n'est pas possible d'être constamment à se battre pour survivre. Toujours en mode adrénaline, sans que ça fasse du mal. Mais il y a autre chose que j'ai découvert cette année. C'est que se battre pour survivre, ça permet de tenir le coup pas mal de temps. Quand vous n'êtes plus en mode survie ou mourir, ce n'est pas si facile d'être motivé tous les jours. C'est là un éclairage essentiel que Musk porte sur lui-même. Dans les situations les plus difficiles, il est gonflé d'énergie. Cela lui vient de sa mentalité d'assiégé héritée de son enfance en Afrique du Sud. Mais quand il n'est pas en mode survie ou mourir, il devient mal à l'aise. Quand il passe par ce qui devrait être de bons moments, il est déstabilisé. Ce qui le pousse à ordonner des rushs, à susciter des mélodrames et à se jeter tout entier dans des batailles qu'il pourrait éviter et à s'attaquer à de nouveaux projets. Là, on entre dans le cerveau d'Elon Musk. Et vous voyez pourquoi il attaque des projets sans cesse. Pourquoi est-ce qu'il ne s'arrête pas? En fait, le gars, on dirait qu'il est incapable de savourer les bons moments, savourer la victoire. Et on voit constamment dans sa biographie, toutes ses biographies même, pas juste celle-ci, tous les livres qui parlent de lui.
il est incapable de réussir un truc dingue et s'asseoir, prendre sa coupe de champagne là, des vacances et tout. D'ailleurs, dans le livre même, Elon Musk dit qu'il déteste les vacances parce qu'à chaque fois qu'il allait en vacances, un mauvais truc s'est passé. Par exemple, quand il a décidé de prendre ses premières vacances pour son mariage, à l'époque de PayPal, au début des années 2000, c'est pendant ses vacances qu'on l'a évincé de PayPal. Et encore une autre fois, quand il a décidé de prendre ses vacances, il est tombé malade en Afrique du Sud. Et il a eu le paludisme et il a failli mourir quand il est rentré aux États-Unis. Donc du coup, le gars s'est dit plus de vacances pour moi. Bref, donc on voit sa façon de penser. Et le gars, il doute aussi de ses décisions. Vous pouvez penser qu'Elon Musk, c'est un surhomme, un monstre. Mais non, c'est un être humain. Il est différent, mais il doute lui aussi de ses décisions et il regrette même ses décisions. Et plusieurs fois dans le livre, on voit qu'il n'est pas heureux et qu'il est incapable de s'arrêter pour savourer les victoires, comme j'ai dit. Par exemple, après la démission de Rhodes et le fiasco de Twitter Blue, là c'est après qu'il ait racheté Twitter, Musk organise une visioconférence de la fin de soirée avec Franz von Holzhausen et les autres membres de l'équipe de conception du robot taxi Tesla. Avant qu'il ait pu commencer à lui présenter les nouveaux rendus de la voiture, il laisse éclater le dépit que lui inspire Twitter. « Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, dit-il, l'air fatigué et abattu. Le juge a déclaré en fait que je devais acheter Twitter. Sinon, et maintenant, je suis là. Genre, ok, merde. » Bon, ça c'est sa façon de parler. Ils ont, entre guillemets, ce qu'il disait. Le rachat de Twitter a été conclu exactement 2 semaines plus tôt. Depuis, Musk travaille sans arrêt au siège de Twitter, tout en jonglant avec ses obligations pour Tesla, SpaceX et Neuralink. Sa réputation est écornée et l'euphorie des premiers temps du mélodrame Twitter a cédé le pas à la souffrance. « J'espère bien quitter l'enfer de Twitter à un moment ou un autre, dit-il encore, avant de promettre d'essayer de revenir prochainement à Los Angeles pour une autre réunion en personne sur le robot taxi. Von Holzhausen tente alors d'orienter la conversation sur le design très futuriste qu'ils ont imaginé pour le robot taxi. Mais Elon Musk revient sur la situation de Twitter. Aussi affreuse que soit la culture d'entreprise de Twitter dans votre tête, multipliée par 10. La fainéantise et le sentiment que tout est dû dans cette boîte sont insensés. Tout est dû, c'est genre entitlement. Genre, il n'y a pas de méritocratie, tout vous est dû, quoi. Après cela, il est interviewé par vidéo pour un sommet d'affaires qui se tient en Indonésie. Le modérateur lui demande quel conseil il donnerait à quelqu'un qui voudrait être le prochain Elon Musk. Et il répond. Je lui dirais de bien réfléchir, répond-il. Je ne sais pas s'il y a vraiment des gens qui aimeraient être moi pour de bon. La masse de torture que je m'inflige, franchement, c'est d'un autre niveau. Le gars n'arrive même pas à supporter ces décisions qu'il prend, mais il continue quand même. Il continue, il se fait du mal, quoi, mais il continue. C'est intéressant. Je ne pense pas que ça soit un truc qu'il faut reproduire, forcément, non. C'est comme on dit en anglais, a cautionary tale. Je ne pense pas que ça soit à reproduire, mais c'est intéressant de voir ça. Elon Musk à la conquête de Mars et des voitures électriques. Lors d'une rencontre des anciens de PayPal à Las Vegas, il s'installe dans une cabine au bord de la piscine et se plonge dans la lecture d'un manuel tout râpé d'un moteur de fusée russe. L'un des anciens, Mark Woolway, lui demande ce qu'il projette ensuite. Il répond « Je vais coloniser Mars. Ma mission dans la vie, c'est de transformer l'humanité en civilisation multiplanétaire. » La réaction de Woolway n'a rien de surprenant. « Mec, t'es ma boule !» Reid Hoffman, un autre ancien de PayPal, a une réaction similaire. Après avoir écouté Musk décrire son plan pour envoyer des fusées sur Mars, il est sidéré. D'accord, et comment ça peut devenir un business ? Lui demande-t-il plus tard. Hoffman se rendra compte que Musk ne pense pas en ces termes. Ce que je n'ai pas mesuré, c'est qu'Elon commence par une mission et ensuite il trouve un moyen de combler les vides pour que ça marche financièrement. C'est ce qui en fait une force de la nature. Le gars pense d'abord à ses objectifs avant de penser à l'argent.
Il est utile de prendre un instant le temps de réfléchir à la folie que c'était pour un entrepreneur de 30 ans, après avoir été écarté de 2 startups, de décider de construire des fusées capables d'aller sur Mars. Qu'est-ce qui l'animait, au-delà de son aversion pour les vacances et d'un amour enfantin pour les fusées, la science-fiction et le guide du voyageur galactique? À ses amis perplexes de l'époque et de manière récurrente dans ses conversations au cours des années suivantes, il fournirait 3 questions. Il trouvait surprenant et effarant que le progrès technologique ne soit pas inévitable. Le mouvement pouvait s'arrêter. Il risquait même de régresser. L'Amérique était allée sur la Lune, mais ensuite les missions de la navette spatiale avaient été clouées au sol. Et le progrès s'était enrayé. Voulons-nous dire à nos enfants que nous n'avons rien fait de mieux qu'aller sur la Lune pour ensuite renoncer ? Se demande-t-il. Les Égyptiens ont appris à bâtir les pyramides, mais ensuite, ce savoir s'est perdu. Rome a connu le même sort. Elle a construit des aqueducs et d'autres merveilles qui se sont perdus durant les âges obscurs qui ont suivi. Arriverait-il la même chose aux États-Unis ? Les gens se trompent s'ils croient que la technologie se perfectionne automatiquement, déclare-t-il quelques années plus tard, lors d'une conférence TED. Elle ne progresse que si quantité d'individus travaillent très dur pour la faire avancer. Son autre motivation concernait la colonisation d'autres planètes, qui contribuerait à assurer la survie de la civilisation et de la conscience humaine, pour le cas où quelque chose arriverait à notre Terre si fragile. Elle pourrait être un jour détruite par une astéroïde, le dérèglement climatique ou une guerre nucléaire. Il était fasciné par le paradoxe de Fermi, du nom du physicien italo-américain Enrico Fermi, qui, lors d'une discussion sur la vie extraterrestre, s'était alors interrogé. Où sont-ils donc ? Mathématiquement, il semble logique qu'il existe d'autres civilisations, mais l'absence de la moindre preuve de leur existence soulève la possibilité troublante que l'espèce humaine terrestre soit le seul exemple de vie consciente. Nous avons cette flamme délicate de la conscience qui vacille, ajoute Musk, et c'est peut-être le seul exemple de cette conscience. Il est donc essentiel de la préserver. Si nous sommes capables d'aller sur d'autres planètes, la durée de vie probable de la conscience humaine sera bien plus longue que si nous restons bloqués sur une Terre exposée au risque d'être heurtés par un astéroïde ou de détruire sa civilisation. Sa troisième motivation était d'ordre spirituel. Elle lui venait de son héritage familial d'aventurier et de sa décision d'adolescent de partir vivre dans un pays qui avait inscrit l'esprit des pionniers dans son essence même. Les États-Unis sont littéralement un condensé de l'esprit d'exploration de l'humanité, poursuit-il. C'est une terre d'aventuriers. En Amérique, à ses yeux, cet esprit devrait être ravivé. Voilà ce qui motive Elon Musk, du moins ce qu'il dit qu'il a motivé. Et comme vous l'avez vu, les gens l'ont traité de fou quand il parlait de construire des fusées à 30 ans. Mais pour construire ces fusées, comment est-ce qu'il a fait ? En fait, il a pris la décision d'aller en Russie pour acheter des fusées. Il avait tellement de millions, il avait plus de 100 millions dans son compte bancaire, 100 millions de dollars bien sûr. Et il pouvait faire ce qu'il voulait. Donc il est allé en Russie, mais les Russes l'ont fait perdre son temps. Personne ne le prenait au sérieux là-bas. Ils ont même essayé de l'arnaquer. Ils se disaient que voilà un Américain pété de thunes qui a une proie facile. Et du coup, vu qu'il n'a pas pu racheter les fusées russes, en fait, il s'est dit c'est une bonne chose. C'était pas vraiment un échec. Parce qu'il s'est dit qu'il va partir de ce qu'on appelle first principles. Il attribue beaucoup de son succès, une grande partie de son succès à cette façon de penser. Et c'est une façon de penser qui est utilisée par bon nombre d'entrepreneurs, même sans le faire exprès. Mais lui, il sait l'utiliser vraiment à fond. Il l'utilise dans toutes ses sociétés. Et dans le livre, on parle et on reparle de cette façon de penser-là. C'est le first principle thinking. Ça, c'est un truc qu'il ne faut jamais oublier. Il faut appliquer ça à tout ce que vous faites. Et selon lui, cette façon de penser est l'une des raisons principales de son succès phénoménal. À la fin de cet épisode, je vais vous expliquer cette technique et vous pourrez l'utiliser aussi. Dans la partie leçon, vous savez, dans tous les épisodes, je mets les leçons.
Il y a aussi une partie qui m'a marqué. Quand il annonce à ses amis qu'il va fabriquer ses propres fusées, ses amis s'interposent et ils font ce que de vrais amis font. Et il lui ouvre les yeux sur le fait qu'il va perdre tout son argent. Et genre, mec, tu peux pas faire ça. Tout ton argent que tu as gagné là, ça va partir à l'eau. Et voici ce qu'il répond. Quand Musk décide de créer sa propre société de construction de fusées, ses amis font ce que les vrais amis doivent faire en pareille situation. Ils s'interposent. Oh mec, je me suis fait baiser par les Russes, entre guillemets, parce qu'il s'est fait baiser par les Russes, il s'est fait arnaquer. Ça ne veut pas dire on crée une boîte de lancement de satellites, lui rappelle Adeo Récit. Il lui prépare un montage vidéo de dizaines de fusées explosant en vol. Il rameute d'autres amis qui s'envolent pour Los Angeles, où ils se réunissent avec Musk pour le dissuader. Ils m'ont obligé à regarder ce montage d'explosion de fusées parce qu'ils voulaient me convaincre que j'allais y perdre tout mon argent. Leurs arguments sur les risques encourus ne servent qu'à renforcer sa détermination. Il aime le risque. Si tu veux essayer de me convaincre que la probabilité d'échec est élevée, je suis déjà au courant, répond-il à Récit. L'issue la plus vraisemblable, c'est que je vais perdre tout mon argent. Mais c'est quoi l'autre solution ? Se contenter de ne plus réaliser aucun progrès dans l'exploration spatiale, il faut tenter le coup. Sinon, on est bloqué sur Terre pour toujours. C'est là encore l'affirmation d'un mandat céleste assez grandiose quant à la place indispensable qui est la sienne dans le progrès de l'humanité. Mais comme bon nombre de ces affirmations les plus risibles, celle-ci contient un noyau de vérité. Je voulais garder l'espoir que les humains pourraient devenir une civilisation spatiale et asseoir leur présence là-haut, dans les étoiles. Et vous voyez sa façon de penser. Le gars sait qu'il va probablement échouer, mais il s'en fout. Il a sa mission et il va l'accomplir, c'est tout. C'est tout. Et les entrepreneurs, c'est comme ça qu'ils pensent en général. Ils ont un truc qu'ils veulent faire. Les obstacles dont vous leur parlez là, ils sont au courant, mais ils s'en foutent en fait. Ils veulent faire ce qu'ils ont à faire. Et ils ne reculent devant rien. Ils vont juste faire ce qu'ils ont à faire. C'est un peu comme le slogan de Nike. Just do it. Just do it. Et il y a aussi il y a un truc que je souligne dans la façon de travailler d'Elon Musk. Tout ce qu'il fait, ça part des principes premiers. Donc les first principle thinking. Et il n'y a que les lois de la physique qui pouvaient le stopper. Toutes les réglementations que des personnes ont mis pour empêcher le progrès, toutes les lois que les institutions, tout ça, ils ont mis en place. S'ils pouvaient contourner ces lois, ils le faisaient. Genre, pas qu'il faisait, il ne faisait rien d'illégal, bien sûr. Mais bon, vous comprendrez mieux. Lorsque SpaceX commence à produire ses premiers moteurs Merlin, Musk demande à Mueller combien pèse l'engin. Autour de 450 kg, répond Mueller. Le moteur de la modèle S de Tesla, fait alors remarquer Musk, pèse dans les 1800 kg et coûte environ $30,000. Donc, si le moteur de la Tesla est 4 fois plus lourd, pourquoi le tien coûte un tel fric ? Cette différence tient pour une part au fait que les pièces des fusées sont soumises à des centaines de spécifications et des conditions requises définies par l'armée et la NASA. Dans les grandes entreprises traditionnelles de l'aérospatiale, les ingénieurs les respectent religieusement. Musk s'oppose à cela. Il oblige ses ingénieurs à remettre en question chacune de ses prescriptions. Une directive qui deviendra plus tard la première d'une checklist de 5 règles appelée l'algorithme. L'algorithme d'Elon Musk. Elon Musk lui-même, il dit que c'est l'une des raisons pour lesquelles il a réussi dans le business et tout, grâce à l'algorithme. Bref, on en reparlera. Et donc Musk fera une sorte de mantra qu'il énoncera très souvent pour les développements de ses produits. Chaque fois que l'un de ses ingénieurs cite une condition requise comme raison de faire telle ou telle chose, Musk le met sur la sellette. De qui vient-elle ? Répondre l'armée ou le service juridique ne suffit pas. L'ingénieur insiste. Musk doit connaître la personne précise par son nom qui a défini cette condition requise. On discutait de la manière dont nous allions obtenir la qualification d'un moteur ou la certification d'un réservoir. Et il demandait pourquoi faut-il faire ça, dit Tim Buzza, un rescapé de Boeing qui deviendra vice-président en charge des essais et lancements de SpaceX. Alors on répondait,
Il y a une règle militaire comme quoi c'est impératif. Il répliquait, qui a écrit ça? En quoi c'est justifié? Toute spécification doit être considérée comme une recommandation, ordonne-t-il régulièrement. Les seules règles immuables sont celles imposées par les lois de la physique. Si vous voulez construire une société d'aérospatiale et de voitures électriques, il faut faire comme lui. Non, je rigole. Mais il y a tellement de choses qui freinent l'innovation. Et le gars, il a compris ça très vite. Il y a des réglementations qui sont écrites depuis les années 60, quand les premières fusions étaient mises sur pied. Et depuis, ça n'a plus évolué, comme on a pu le voir dans ce podcast. Depuis, la technologie n'a plus évolué. Donc, il faut refaire les choses. On doit réinitialiser. Et le gars avait compris ça. Et aussi Tesla. Le livre parle aussi beaucoup de Tesla. Et Musk a pris le contrôle de l'entreprise Tesla. Musk n'est pas celui qui a créé Tesla, en fait. Tesla a été créé par d'autres personnes. Et Musk était initialement un investisseur. Et puis, il a vu à quel point les gens n'étaient pas assez compétents. Les choses n'avançaient pas comme il le voulait. Donc, il a pris la tête de Tesla. Et aussi, le gars qui était là à l'époque communiquait sans trop mettre le nom de Musk en avant. Et Musk, lui, n'aime pas ça. Il aime diriger, il aime avoir du crédit pour ce qu'il fait, quoi. Pour ses conseils, son financement et tout. Et puis Musk, le gars qui était là avant Musk, se fut évincé. Musk a évincé ce gars-là. Et Musk s'est mis à la recherche d'un nouveau PDG. Mais personne n'était assez bon pour lui. Et finalement, il a décidé de prendre le poste. Et c'est ainsi qu'il est devenu le PDG de Tesla et de SpaceX, les deux sociétés en même temps. Et vous vous souvenez, plus tôt dans cet épisode, on a parlé du fait que Musk avait peur de prendre des risques, de quitter son école pour se lancer dans l'entrepreneuriat et tout. Et qu'aujourd'hui, il est devenu un risk taker, donc il prend beaucoup de risques. Dans ce livre-ci, on parle du fait que Musk avait peur d'être le PDG de deux sociétés. Il hésitait beaucoup. Et Steve Jobs l'avait déjà fait. Donc, il savait que c'était possible. Mais il hésitait beaucoup. Mais finalement, il l'a fait. Et ce qui est marrant, c'est qu'après avoir fait ça, aujourd'hui, on voit qu'il est le PDG de, je pense 5 sociétés. Twitter, Tesla, SpaceX, Neuralink, plusieurs sociétés. Et il est aussi OpenAI. Il fait aussi partie de ceux qui ont fondé OpenAI, la société de ChatGPT. Mais sauf qu'il n'est plus impliqué dans cette société-là. Il l'a quitté depuis longtemps. Et vu que ce livre a été écrit par Walter Isaacson, celui qui a aussi écrit la biographie de Steve Jobs, il y a plusieurs endroits dans le livre où il donne les similitudes entre Elon Musk et Steve Jobs. Par exemple, ils sont tous deux maniaques quand il s'agit d'avoir le contrôle de leur entreprise. Ils ne savent pas, soit ils sont les boss, soit ils ne sont pas dans l'entreprise du tout. Et une personne qui connaissait bien Elon Musk et Steve Jobs, c'est Larry Ellison, le PDG, le fondateur, le cofondateur de Oracle, la société de base de données. Je pense que vous connaissez Oracle. Ouais. C'est un gars qui était un ami très proche de Steve Jobs. C'était genre le meilleur pote de Steve Jobs quand Steve Jobs vivait encore. Et il a aussi été le mentor d'Elon Musk. Et dans le livre, il parle des deux. Il montre les similitudes que les deux ont. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Le fondateur d'Oracle, Larry Ellison, n'a intégré que 2 conseils d'administration, ceux d'Apple et de Tesla. Il s'est lié d'amitié avec Steve Jobs et Elon Musk. Il disait que l'un et l'autre étaient marqués par un trouble obsessionnel compulsif bénéfique. Ce trouble est l'une des raisons de leur réussite, parce que comme Steve Jobs, Elon est obsédé par la résolution d'un problème jusqu'à le résoudre effectivement, constate-t-il. En revanche, ce qui les distingue, c'est que Musk, à l'inverse de Jobs, n'applique pas seulement cette obsession à la conception du produit, mais aussi aux données scientifiques, d'ingénierie et de la fabrication inhérentes à tous les processus. Steve Jobs n'avait qu'à viser juste au plan de la conception et du logiciel, mais la fabrication était sous-traitée, souligne Ellison. Elon, lui, a pris en charge la fabrication, les matériaux et les immenses usines. Jobs adorait passer au studio de design d'Apple tous les jours, mais il n'a jamais visité les usines des sous-traitants en Chine.
À l'inverse, Musk a consacré plus de temps à arpenter les chaînes de montage qu'à hanter les studios de design. La mobilisation de matières grises nécessaire à la conception d'une voiture est infime comparée à celle de la conception d'une usine, estime-t-il. Dans ce livre, il y a tellement de sujets qui ont été abordés. Il y a ses relations intimes, celle avec Amber Heard. Bon, celle avec Amber Heard m'a marqué. Vous connaissez la meuf qui a menti qu'elle était victime de violences conjugales lors de sa relation avec, tout au long de sa relation avec Johnny Depp. Je ne sais pas si vous avez suivi le procès, mais il y a même un documentaire Netflix dessus. Dans le livre, Musk dit à quel point cette meuf-là a eu de l'impact négatif sur lui parce qu'ils sont sortis ensemble. Et même la famille de Musk disait pareil. Genre, toute sa famille détestait la meuf parce que la meuf était une drama queen. Elle était addicte au drama. Et on parle de... Elle a déstabilisé Elon Musk en fait. Et apparemment, elle a fait pareil avec Johnny Depp. Et c'était même pire avec Johnny Depp parce que là, elle a été violente avec lui. Elle a failli lui couper un doigt d'après le procès. J'ai vu l'épisode, j'ai vu le documentaire. Et elle a menti sur plein de trucs. Plein de trucs. Et bref, c'était... D'après le livre, elle était toxique, quoi. D'après ce qu'ils disent dans le livre. Et aussi, ils parlent aussi de la création d'OpenAI et du rachat de Twitter. Ils vont dans tous les détails. Dans le livre, ils publient même les tweets de Musk. Il parle des conversations privées qu'il a eues avec des personnes importantes lors du rachat. Et en fait, je me suis concentré sur le personnage lui-même. Je vous recommande fortement d'acheter le livre. Et surtout si vous êtes fan d'Elon Musk. Je pense que vous allez apprécier. Le livre va dans les détails de sa vie. Maintenant, place aux leçons. La première leçon, l'algorithme d'Elon Musk. Elon Musk a cet algorithme dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Il l'applique dans toutes ses sociétés. Et voici ce que ça dit. 1. Remettez en cause toutes les conditions requises. Chacune d'elles devrait porter le nom de la personne qui l'a formulée. N'acceptez jamais qu'une condition requise vienne simplement d'un département. 2. Éliminez toutes les parties éliminables du processus technique. Il se peut que vous ayez à les réintégrer plus tard. En fait, si vous ne finissez pas par en réintégrer au moins 10%, c'est que vous n'en avez pas assez supprimé. 3. Simplifier et optimiser. Cela doit venir après l'étape 2. Une erreur courante consiste à simplifier et à optimiser une pièce ou un processus qui ne devrait en fait même pas exister. Raccourcissez les cycles. Chaque processus peut être accéléré, mais faites-le seulement après avoir respecté les 3 premières étapes. Automatiser, cela vient en dernier. Ma grande erreur dans le Nevada et à Fairmont aura été de commencer par tenter d'automatiser toutes les étapes. L'algorithme s'accompagne parfois de quelques corollaires, parmi lesquels 1. Tous les directeurs techniques doivent avoir fait l'expérience directe du processus technique. Par exemple, les directeurs des équipes logicielles doivent passer au moins 20% de leur temps à coder. Les directeurs des équipes toits solaires doivent passer du temps sur les toits à effectuer des installations. Sinon, ils sont comme un officier de cavalerie qui ne sait pas monter à cheval ou comme un général qui ne sait pas manier l'épée. 2. L'esprit de camaraderie est dangereux. Il complique la remise en question du travail des autres. On a tendance à refuser de pointer un collègue du doigt. C'est à éviter. On n'est pas une famille. Dans ces entreprises, les gens ils ne considèrent pas qu'ils sont comme une famille. Ils considèrent qu'ils sont une équipe. Un peu comme chez Netflix. Je vous conseille l'épisode que j'ai fait sur Netflix à propos de la création de Netflix et la culture d'entreprise. Leur culture d'entreprise est fascinante. Et beaucoup d'entreprises dans la Silicon Valley adoptent parce que c'est tellement fascinante, quoi. Bon, 3. On a le droit de se tromper. Il faut simplement éviter d'avoir confiance en soi quand on se trompe. 4. Ne demandez jamais à vos troupes de faire des choses dont vous ne voudriez pas vous charger. 5. Chaque fois que des problèmes sont à résoudre, ne vous contentez pas de réunir vos cadres. Sautez d'un niveau, rencontrez les employés inférieurs à celui de vos cadres. Sautez d'un niveau inférieur à celui de vos cadres. Ce principe qu'il vient de donner est très pertinent.
Parce que le fondateur d'UPS, la célèbre société d'envoi de colis dans le monde entier, UPS, c'est ce qu'il faisait. Il se disait que quand il avait un problème ou quand il voulait connaître son business lui-même qu'il a créé, qu'il a mis sur pied, il n'allait pas voir ses cadres, ni ses exécutifs, ni ses CEO, CTO, non. Il allait directement auprès des camionneurs, auprès des gens qui conduisent les bus qui livrent les colis, auprès de ceux qui chargent les colis dans les bus pour poser des questions. Et ces gens-là étaient beaucoup plus ouverts avec lui et lui disaient la vérité. Pourtant, ces cadres et ces exécutifs avaient une tendance à lui raconter ce qu'il voulait entendre. Et c'est comme ça qu'il a fait en sorte que PS soit une aussi grande société. Parce que le gars, il cherchait toujours la vérité, quoi. Il n'était pas à la recherche de ce qu'il voulait entendre. Il allait dans le terrain prendre des informations sur son business. Bref, il y a tellement d'exemples. Bref. Numéro 6. À l'embauche, chercher des candidats avec le bon état d'esprit. Les compétences, ça se transmet. Mais un vrai changement d'attitude nécessite une greffe de cerveau. Ah, là, je pense qu'il a raison. Dans le livre d'Anthony Bourbon, par exemple, il dit la même chose. Anthony Bourbon, c'est un entrepreneur de renom ici en France. Il dit la même chose. Il faut chercher les gars qui ont la niaque, les gars qui ont la rage de vaincre, plutôt que ceux qui sont compétents. Parce que ceux qui sont compétents, Anthony Bourbon dit que souvent ils sont complaisants. Bref, donc voilà. Et 7. Nous n'avons qu'un principe opérationnel, un sentiment d'urgence maniaque. 8. Les seules règles sont celles dictées par les lois de la physique. Tout le reste n'est que simple recommandation. Donc voilà l'algorithme d'Elon Musk. En fait, quand j'ai lu cet algorithme pour la première fois, c'est des petites étapes qu'il a listées une par une et qu'en lisant les biographies d'autres grands entrepreneurs, d'autres chefs d'entreprise partout, hein, pas que en Europe ou bien aux États-Unis, même en Afrique, il y a des trucs qui reviennent. Comme par exemple sauter d'un niveau pour parler, ne pas parler à ses cadres, mais sauter pour parler directement à ceux qui sont sur le terrain. Bon, je peux prendre plusieurs exemples pour chacun de ces points, mais c'est un truc que Musk a distillé au fur et à mesure qu'il a construit des entreprises prospères. Et ses employés disent qu'il l'applique religieusement et qu'il le répète sans cesse. Et tous ses employés, bon pas tous ses employés, mais c'est tous ses exécutifs sont capables de le répéter de mémoire, cet algorithme que je viens de vous citer. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est important. Et je pense que si vous êtes chef d'entreprise et que vous m'écoutez et que vous avez des difficultés niveau team spirit ou je sais pas, niveau équipe et tout, et vous appliquez ça, niveau process et tout, et vous appliquez ça, je pense qu'il y aura des différences. Je pense qu'il y aura un impact positif sur votre business. Une autre leçon est que le micromanagement est mauvais. Dans le livre, on parle d'Elon Musk à Zip2. Ce qu'il faisait, c'est qu'il était un micromanager. Il a micromanagé les développeurs qui travaillaient avec lui pour la conception du logiciel de Zip2, sa première société qu'il a vendue à Compaq pour 300 millions de dollars. Et ça a eu un effet nocif. Il réécrivait le code de ses développeurs. Souvent même il écrivait même, ce qu'il écrivait était même souvent pire que ceux de ses développeurs. Et un peu comme un Bill Gates quand il était jeune. Bill Gates faisait pareil, mais il a vu que c'était nocif au fil du temps et il a arrêté de faire ça. Comment Elon Musk structure ses équipes pour s'assurer d'une efficacité maximum? Et pourquoi il le fait de la façon décrite? Musk restructure l'entreprise de manière à ne plus avoir deux départements d'ingénierie distincts. Les ingénieurs feront équipe avec les chefs produits. Il appliquera par la suite cette conception à Tesla, SpaceX et plus tard encore Twitter. Séparer le design d'un produit de son ingénierie, c'est le dysfonctionnement assuré. Si un objet qu'ils ont conçu se révèle difficile à fabriquer, il faut que les designers soient tout de suite confrontés aux écueils soulevés. Il y ajoute une corollaire, bénéfique pour les fusées, mais moins pour Twitter. Les ingénieurs et non les chefs produits doivent mener l'équipe. Les ingénieurs doivent mener l'équipe
et non les chefs produits. Musk lui-même, c'est un ingénieur. Et donc, quoi que vous... Maintenant, les principes premiers. First principles. Cette façon de penser qu'Elon Musk a. Go from first principles. Quoi que vous fassiez de difficile, il faut raisonner selon les principes premiers, les first principles, et créer une solution en partant de là. Et c'est grâce à ce raisonnement qu'il a pu construire lui-même ses fusées, comme on l'a vu plus tôt. Alors qu'il rumine les prix déments que les Russes attendent, lui réclamer, il se lance dans une réflexion qui découle des principes premiers, first principles, en creusant des données physiques élémentaires du projet et en repartant de ses fondamentaux. Cela le conduit à mettre au point ce qu'il appelle l'indice d'idiotie, le permettant de calculer le surcoût d'un produit fini par rapport au prix de ses matières premières. Si un produit a un indice d'idiotie élevé, on peut fortement réduire son coût à des techniques de fabrication plus efficaces. Les fusées pâtissent d'un indice d'idiotie extrêmement élevé. Musk commence à calculer les coûts de la fibre de carbone, du métal, du carburant et d'autres matériaux qui entrent dans leur construction. S'ils appliquent les méthodes de fabrication en vigueur, le prix du produit fini est au moins 50 fois plus onéreux. Donc ça, c'était un petit passage qui parle un peu de comment il applique le first principles dans son business, quoi. Refaire les pièces lui-même et tout le reste. Cet épisode était assez long. Je pense que c'est le deuxième épisode en termes de... L'épisode le plus long était celui que j'ai fait sur Steve Jobs. Je pense que c'est l'épisode 6 de ce podcast, si je me rappelle bien. Et j'espère que vous avez aimé l'épisode. En fait, le livre fait 700 pages environ. Il y a tellement de trucs que j'ai enlevés. J'avais envie de mettre d'autres trucs dans cet épisode. Mais ça aurait rendu l'épisode tellement long. Je me suis dit, bon, au final, j'enlève ça. Et voici ce que ça a donné. Bravo, vous avez terminé cet épisode du podcast des héros. Merci de le partager avec 2 personnes de votre entourage. Donnez-lui une note de 5 étoiles et rajoutez un gentil commentaire pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour rester à jour. Merci.